Voilà, mardi après-midi, on est dans la dernière ligne droite du forum de SOS Hépatite 2021. Toujours cette date d'anniversaire des 25 ans des SOS Hépatite. La greffe du foie a souffert comme toutes les transplantations l'année dernière pendant la période Covid, où on a eu une diminution d'accès à la greffe. Stanislas Paul, hier, nous a expliqué à quel point les transplantés, les patients avec des formes graves, avaient fait les frais de l'épidémie Covid. Et ça nous semblait important de refaire le point avec les maîtres de l'art, mon professeur Didier Samuel, qui travaille à Paul Brousse et qui s'occupe d'une énorme équipe de transplantation hépatique, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les besoins augmentent régulièrement avec les cancers du foie qui deviennent une indication de transplantation hépatique. On n'a plus l'hépatite C, les choses sont en plein changement, on voit les NASH arriver avec des indications de transplantation hépatique, mais probablement des complications post-greffe qui sont différentes de ce qu'on avait l'habitude dans l'hépatite C et dans l'hépatite B. Donc, tout bouscule. Ça nous semblait important de refaire le point sur ce qui s'était passé donc, entre 1995 et 2020. Et puis, je rappelle sans arrêt, mais je pense que tout le monde en est convaincu, c'est que être membre des SOS Hépatite, c'est être un ambassadeur du don d'organes, parce que potentiellement, tous les hépatants risquent un jour d'avoir besoin d'une transplantation. Donc, c'est important qu'on soit tous mobilisés pour le don d'organes. Donc, on va laisser la parole à Didier Samuel, et puis après, on aura Gilles Attivon, qui est notre transplanté local, qui viendra nous parler de son parcours patient personnel et de sa vision des choses aussi, avant un échange avec la salle. Merci Didier. Merci à toi, Pascal. Et donc, je vais essayer de partager l'écran. Donc, vous me dites si c'est bien ou pas. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Vous voulez en plus grand ou c'est bien comme ça? Non, en plus grand, en diaporama. Parfait. D'accord. Donc, bonjour, merci de l'invitation. Donc, la greffe sur 95-2020, que s'est-il passé? Donc, tout d'abord, je vais faire le point sur le virus d'hépatite B en transplantation et rappeler l'historique. Donc, l'historique, c'est que le virus d'hépatite B, en effet, récidivait sur le greffon et entraînait une hépatite, la survenue d'une hépatite sévère sur le greffon hépatique et avec le décès du patient. Et on avait remarqué que, premièrement, le risque de réinfection était plus fréquent dans les cirrhoses virales B que dans les cirrhoses B-delta et dans les hépatites fulminantes B. Et d'autre part, qu'il y avait un lien très fort entre le risque de réinfection et la présence de l'ADN du virus d'hépatite B, donc d'une replication virale. Dans les années 90, vous voyez que ici à gauche, c'est le taux de réinfection du greffon par le virus d'hépatite B quand on ne donne pas de prophylaxie, quand on donne des immunoglobulines uniquement dans la phase périopératoire. Et l'impact de la récidive était très fort puisqu'il y avait une dégradation de la survie très rapidement. Et donc, le premier progrès a été de l'administration d'immunoglobulines anti-hépatite B qui ont permis de réduire la récidive et d'augmenter la survie. Et puis, avec l'arrivée de la lamivudine, puis d'autres molécules, vous voyez qu'ici, on a pu, le taux de récidive a baissé encore. Ici, c'est les patients qui reçoivent que des immunoglobulines. Et ça, c'est les patients qui reçoivent les deux. Et donc, immunoglobulines et antiviraux. Vous voyez qu'on descend à 5% de taux de réinfection alors qu'on partait de 80%. Et finalement, in fine, actuellement, on utilise soit des combinaisons immunoglobulines ou anticavir ou immunoglobulines et tenofovir. Et vous voyez qu'on est passé de taux de réinfection de 80% à maintenant moins de 2%, avec forcément un impact extrêmement bénéfique sur la survie des patients. Donc, c'est un progrès majeur. Alors, sur l'hépatite C, il y a eu aussi beaucoup de progrès sur ces 15-20 dernières années. Donc, vous savez que la plupart des patients qu'on transplantait pour hépatite C
en fait, étaient RNC positifs et donc le virus persistait après la greffe et donc dans presque tous les cas donnait une hépatite aiguë sur le greffon et vous voyez ici qui évoluait vers une hépatite chronique puis vers une cirrhose et souvent dans des délais très rapides, ce qui a entraîné pendant une vingtaine d'années un impact très délétère sur la survie de la récidive virale C. Alors, je ne sais pas à vous que je vais apprendre les énormes progrès de la médecine et des traitements médicamenteux contre le virus de l'hépatite C. Donc, vous voyez ici de l'interféron seul non pégylé dans les années 90 à l'utilisation de l'interféron plus ribavirine, puis l'interféron pégylé plus ribavirine, puis les trithérapies avec les antiprotéases, et puis surtout, depuis 2014, l'arrivée des antiviraux directs sans interféron, avec une évolution absolument spectaculaire de la réponse virologique soutenue. Alors, pour lutter contre la récidive virale C, on a mis en place plusieurs stratégies. La première est de traiter les patients avant la greffe. Et si on arrive à faire ça, notamment avec des traitements sans interféron, et si on obtient ce qu'on appelle une réponse virologique soutenue avant la greffe, c'est-à-dire si donc 12 semaines après la fin du traitement, il n'y a toujours pas de virus, et si on fait la transplantation, à ce moment-là, il n'y a pas de récidive. Donc ça, c'est la solution idéale. Et puis l'autre stratégie, c'est qu'on démarre un traitement avant la greffe, si c'est possible, mais la transplantation se fait pendant le traitement. Même si le patient est HCV-RNA négatif, il y a toujours un risque de récidive de 20-30%. Donc maintenant, on sait qu'il faut maintenir le traitement antiviral en péritransplantation. Alors, comme je vous l'ai dit, les traitements, ils ont complètement évolué. Ça, c'est les premiers traitements avec l'interféron alpha chez les patients transplantés, puis les premiers interférons alpha ribavirine, comme vous le voyez ici, qui ont été faits notamment en France. Alors, jusqu'à 2014, il y a une erreur sur ma diapo, jusqu'à 2014, le traitement standard, c'est les patients greffés, c'était l'association interféron pégylé ribavirine. On traitait les patients quand ils développaient une hépatite chronique et ce traitement, il ne donnait pas zéro résultat, puisqu'on obtenait quand même globalement 30% de réponses virologiques soutenues. 25% chez les génotypes 1, 50% chez les génotypes 3. Ce qu'il y a, c'est que c'était au prix d'une tolérance très médiocre. 40% des patients avaient besoin d'érythropoïétine à cause de l'anémie liée à la ribavirine. Et puis, si on traitait trop tard au stade F3, F4 les patients greffés, il y avait un risque d'arrêt prématuré du traitement, voire d'insuffisance hépatique pendant le traitement. Donc, c'était possible de traiter les greffés, mais certains n'étaient pas traitables. Et d'autre part, c'était au prix d'efforts énormes et d'une mauvaise tolérance. Alors, là encore, changement majeur avec l'arrivée des antiviraux directs. Et vous voyez ici la première expérience de traitement des transplantés hépatiques avec l'association sofo-ribavirine. Et donc, vous voyez sans interféron, et dès la fin de traitement, on a 100% de réponse, mais on a encore une récidive avec cette association qui n'est pas optimale. Mais c'est quand même un changement absolument majeur, comme on en voit rarement dans la vie d'un médecin. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, mais des associations avec sofosbuvir et lédispavir chez les greffés ont montré des taux de réponse élevés, comme vous pouvez le voir, plus de 90%. Et ça, c'est une grosse étude française qui a été faite, conduite par Audrey Quali. Et vous voyez, les taux de réponse chez les transplantés avec sofosbuvir plus daclatasvir sont supérieurs à 95%, avec une très bonne tolérance par rapport à ce qu'on avait connu. Donc, et d'autre part, la bonne surprise, c'est qu'on s'est aperçu que les patients les plus graves après transplantation, ceux que, par exemple, qui avaient une hépatite fibrosante cholestatique, qui donnaient presque toujours la mort ou la nécessité d'être transplantés, ont très bien répondu à cette association et donc aux antiviraux. Et vous voyez ici, les patients avant traitement, ils ont une bilirubine très élevée à 120 et à la fin, elle est normale. Et donc, on a eu la très bonne surprise de s'apercevoir que même les patients graves, on arrivait à les sortir d'affaire. Et ça a été vrai aussi, et c'est la bonne surprise,
pour les patients co-infectés VIH-VHC. Je n'ai pas le temps de le montrer, mais les patients, pour ceux qui le savent, on a transplanté beaucoup de patients co-infectés VIH-VHC et les résultats étaient très mauvais, avec surtout une récidive C extrêmement grave, et beaucoup de patients sont morts à cause de la récidive C après la greffe. Et cette étude de Teresa Antonini montre des taux de réponse avec les traitements antiviraux directs sans interféron extrêmement élevés, et donc cette fois-ci une guérison des patients. Alors ceci a un impact forcément sur la survie. Comme vous pouvez le voir ici, quand vous obtenez chez un transplanté une réponse virologique soutenue, voilà la survie, et en l'absence de réponse virologique, voilà la survie. Et donc vous voyez la différence très importante, et donc ça a tout changé en termes de survie post-transplantation. Mais ça a changé aussi les indications de greffe, parce qu'à partir du moment où on arrive à traiter des cirrhoses avec les antiviraux, ça a entraîné, ça a amélioré certains patients à tel point que c'est la courbe ici que vous voyez voir, un certain nombre de patients, on a pu les délister de l'indication de transplantation, donc les retirer de la liste parce qu'ils s'amélioraient et ils n'avaient plus besoin de greffe. Et d'autre part, vous voyez sur cette diapositive en Espagne, ici vous avez à ma gauche en gris les patients transplantés, les indications de transplantation pour hépatite C, en bleu pour alcool et ici pour NASH. Donc vous voyez que l'alcool ça monte, la NASH ça monte, et vous voyez l'effondrement des indications de transplantation pour hépatite C, et on passe ici en Espagne de 50% à 25% et ça ne cesse de baisser. Donc on voit une baisse très importante des indications pour cirrhose virale C décompensée. Et l'autre aspect, c'est l'amélioration de la survie. Et vous voyez que chez les patients transplantés pour hépatite C, dans l'ère post-interféron, eh bien, on a une survie qui s'est nettement améliorée par rapport à ce qu'elle était. Elle est identique aux patients qui n'ont pas l'hépatite C. Donc, un double effet bénéfique. Alors, je vais finir sur deux aspects. La transplantation pour cirrhose alcoolique. Alors, vous êtes SOS hépatite, mais c'est aussi important de savoir ça. La cirrhose alcoolique a toujours été une indication de transplantation, mais pendant longtemps, on a exigé une durée de 6 mois d'abstinence avant transplantation pour plusieurs raisons. D'abord, ça permettait de solidifier l'arrêt de l'alcool, et c'était assez logique. Et deuxièmement, un certain nombre de patients, quand ils arrêtent de boire, leur fonction hépatique s'améliore et il n'y a plus d'indication à la greffe. Cependant, on a des patients, même s'ils arrêtent l'alcool, si on attend 6 mois, ils vont mourir dans les 6 mois. Et donc, il y avait vraiment une question de savoir s'il fallait rester sur la règle des 6 mois d'abstinence ou si on pouvait y déroger dans certaines circonstances. La conférence de consensus française, qui a eu en fait une audience internationale en 2005, avait publié donc que la durée de 6 mois ne devait plus être la règle. Et puis aussi, à travers les travaux sur l'hépatite alcoolique aiguë conduits par l'équipe de Philippe Mathurin à Lille, on a fait ce travail où on a montré qu'il était possible de transplanter précocement des patients qui avaient une hépatite alcoolique aiguë sévère, très sélectionnés, premier épisode d'hépatite alcoolique, bon entourage familial, volonté de s'en sortir et d'arrêter l'alcool. Eh bien, ces patients qui, en plus, sélectionnés parce qu'ils ne répondaient pas au traitement médical et avec une espérance de vie très faible, pouvaient être candidats, dans certaines circonstances, à la greffe. Et vous voyez qu'on leur offre, dans ces circonstances, une survie supérieure à 75%, alors que leur survie spontanée est seulement de 23% dans ces patients sélectionnés. Et on a montré aussi que la récidive de l'alcool, elle était inférieure à 15% chez ces patients sélectionnés, sans impact sur la survie à moyen terme. Et donc, ça reste une indication particulière, mais qui doit être bien réfléchie, mais qui vous dit aussi les évolutions actuelles de la greffe. Alors, vous voyez ici le CHC, qui est le cancer du foie. Vous savez que l'évolution de la transplantation pour CHC, dans les années 80, on transplantait les gros carcinomes hépatocellulaires. Mais ils récidivaient toujours.
Donc l'évolution, d'abord par Henri Bismuth, puis Vincenzo Mazzaferro, a montré que par contre la transplantation était une excellente indication pour les petits carcinomes hépatocellulaires. Et Vincenzo Mazzaferro a défini ce qu'on appelle les critères de Milan. C'est un nodule de moins de 5 cm et moins de 3 nodules de moins de 3 cm. Mais on s'est aperçu que ces critères, qui en effet donnaient des très bons résultats, moins de 10% de récidive, laissaient sur le carreau beaucoup de patients avec un CHC qui auraient vraiment pu bénéficier sans gros risque de récidive de la transplantation hépatique. Et donc, il y a eu une poussée pour étendre les critères. Alors, il y a eu les critères de UCSF, qui est l'University of California San Francisco, et puis les critères français que vous voyez ici, qui ont sur 1000 patients, tous les centres français ont publié ce papier dans Gastroenterology qui ont défini les nouveaux critères basés sur le score alpha-fetoprotéine, donc on tient compte du nombre de nodules, moins de 3 cm, entre 3 et 6 cm, plus de 6 cm en taille, du nombre de nodules, entre 1 et 3 et 4 et plus que 3, et du score et du taux d'alpha-fetoprotéine. Et si on met des points, et si les points sont inférieurs ou égaux à 2, le risque de récidive, il est bas, et tous ces patients peuvent être listés pour la transplantation. Donc, c'est un élargissement des critères, mais qui permet d'ouvrir les critères au-delà des critères de Milan, avec des taux de récidive du cancer qui sont bas. Alors, vous pourrez avoir une photographie de ce qui se passe actuellement en 2021. Vous voyez ici les inscrits de la greffe en 2019 en France. Donc, vous voyez que les deux groupes principaux, c'est le CHC, carcinome vasculaire, 30%, les cirrhoses, mais bien sûr, et dedans les cirrhoses représentent 42%, mais la cirrhose alcoolique, c'est le gros groupe, 26%. Vous voyez que la cirrhose virale C n'est plus que 2% des indications, et la cirrhose B-delta ou B, 2%. La NASH, c'est encore limité en France, 3%, et vous voyez qu'ici, vous avez les autres causes de cirrhose, et puis tout un groupe de causes de maladies hépatiques qui sont présentes dans les indications de greffe et quelques retransplantations. Donc, le CHC, la cirrhose, au sein de la cirrhose alcoolique, on voit apparaître la NASH, mais c'est encore petit en France par rapport aux États-Unis. Alors, vous voyez aussi les évolutions en termes de survie au fil des années. Ici, c'est le registre européen de transplantation. Donc, vous voyez que la survie ne fait que s'améliorer, avec maintenant des survies dans les meilleures équipes qui sont à 95% à 1 an et 85% à 5 ans post-greffe. Donc, c'est vraiment des améliorations très importantes sur ces 20-30 dernières années. Vous voyez aussi ici, en France, la survie des patients s'ils ont une hépatite virale, un CHC et une cirrhose alcoolique. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur ces trois indications. Les seules qui sortent un petit peu, c'est les cirrhoses d'origine biliaire, avec notamment les adolescents et les enfants. Donc, on a ici des survies à 5 ans qui sont, vous voyez, entre 70 et 80%. Alors, pour conclure, entre 1995 et 2020, on peut dire qu'on a réussi à contrôler la récidive virale B et C avec un effet majeur sur la survie, mais aussi une diminution des indications de greffe pour cirrhose virale B et cirrhose virale C. Et maintenant, les principales indications de la greffe, c'est la cirrhose alcoolique, le carcinome hépatocellulaire, et on voit apparaître la NASH en France comme indication de greffe, mais la NASH est déjà très présente aux États-Unis dans les indications de greffe. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre invitation. Merci Didier pour cette présentation très claire sur ce qui s'est passé depuis 25 ans, qui montre bien l'évolution et le déplacement. On va laisser la parole à Gilles, et puis après on pourra échanger avec la salle. Merci. Merci. Donc, depuis 25 ans, on parle d'hépatite. On a beaucoup parlé du dépistage, des traitements. Mais au bout d'un moment, ces traitements, certains réussissent et une certaine guérison. Maintenant, on arrive à 98% dans l'hépatite C, c'est très bien. Mais avant, on avait beaucoup
de gens qui, après ces éléments, ne guérissaient toujours pas, puisqu'on était à 45% avant, ce traitement qui est sorti en 2015-2017. Donc, il y avait deux solutions, c'était soit la greffe, soit le décès. Donc, pour accéder à la greffe, il y avait certains critères qui sont des critères importants, puisqu'il faut guérir, c'est la première chose en hépatite C, hein, la guérison, donc qui permet d'accéder donc à cette liste de greffes. Avec ces nouveaux traitements, donc c'est beaucoup plus facile de guérir, mais beaucoup d'entre nous sont arrivés à un taux de fibrose beaucoup trop important, puisque le foie se régénérant, mais il ne faut pas une dose de fibrose qui dépasse 16. Donc, ce qui est le cas de gens avec différents traitements qui sont dépassés. En 2020, on avait donc en France, on a 8565 personnes qui sont en attente de greffe, en sachant que l'année dernière, il y a eu 4429 greffes. Sur le foie, on a eu exactement 1128 personnes qui étaient greffées du foie. Les années passées, on avait 1300, voire 1400 personnes. Depuis au moins 4-5 ans, ça tournait toujours autour de 1300, 1400 personnes. Donc, avec la partie Covid, on a quand même perdu pratiquement 300 personnes qui n'ont pas pu se faire greffer. Donc, pour être greffé, il faut bien sûr avoir un donneur. Donc, ce qui met un délai d'attente, puisqu'on voit que 8500 personnes sont en attente et on en passe 4400 par an. Donc, ce qui fait à peu près une personne sur deux reste toujours en attente. Et le délai s'allonge de plus en plus, bien sûr, puisqu'on diminue les greffes. Il existe deux types de greffes. Les greffes sur les donneurs donc décédés et aussi les donneurs vivants. Sur le foie, l'année passée, 2020, il y a eu 15 greffes de donneurs vivants, c'est-à-dire des gens qui ont donné la moitié de leur foie, et souvent dans des milieux familiales et sous des contraintes très précises, puisque quand on donne une partie de son foie, les deux personnes se mettent en danger, je dirais, de mort. Donc, ce qui fait qu'on a très peu de... Mais ce type de greffe augmente, surtout entre parents et enfants. Donc, il faut savoir qu'elle existe, c'est quand même ce type de greffe. Voilà. Donc, bon, depuis 2016, depuis 2016, la loi a changé. Avant, il y avait une liste de donneurs. En 2016, cette liste de donneurs a été supprimée. À partir de 2016, on l'a remplacée par une liste de non-donneurs. Avant, il y avait à peu près 500 000 personnes sur la liste des donneurs. Maintenant, il y a plus de 400 000 de personnes qui sont sur la liste de non-donneurs. Donc, voilà. Donc, nous sommes maintenant tous présumés donneurs potentiels. Bon, mais c'est donc, on devient donneur justement si on en a au moment d'un décès. Surtout les décès se font en clinique, puisque les prélèvements de personnes, ça représente à peu près 1% de la population. Donc, ces décès en clinique sont bien sûr très encadrés, puisque il faut, si le donneur, la personne qui décède, n'a pas fait de choix, faut que quelqu'un d'autre puisse en parler à sa place. Ce qui est très important dans une famille, d'en parler ensemble, savoir si on est donneur ou pas donneur. C'est un débat familial que j'encourage tout le monde de pratiquer en famille, savoir si on peut être donneur ou si on n'est pas donneur. On peut être donneur de certains organes et refuser le don de certains organes aussi. Il faut le savoir, parce qu'il y a des religions qui ont des a priori sur certains organes. Bon, il y existe 6 organes donc transplantés
bien sûr, celui qui est le plus transplanté, c'est le rein, qui représente à peu près la moitié des transplantations. Vient en second le foie, après le cœur, bien sûr, les poumons et aussi les pancréas et les intestins. Voilà. Après, il y a des prélèvements de tissus et autres, mais ça c'est autre chose. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Non, pas de questions. Je voulais savoir s'il y a eu moins de greffes en 2000, l'année dernière ou même cette année. Oui. Est-ce que c'est parce que il y avait moins d'équipes chirurgicales qui opéraient, ou est-ce que c'est parce que il y a eu moins de donneurs du fait des confinements, il y a eu moins d'accidents forcément, et que je pense qu'il y a quand même une grosse part de. Mais il y a eu moins de donneurs parce qu'il y a toujours des gens en attente. Donc, il y a toujours des gens qui attendent des organes, mais il y a eu moins de donneurs peut-être, mais il y a surtout des équipes qui ont été mobilisées sur autre chose. Et est-ce qu'il y a des moments où il y avait un donneur potentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui, oui. Et des équipes qui n'étaient pas en état de greffer parce que bloc opératoire réquisitionné, etc. Est-ce qu'on a des données par rapport à ça? Moi, je n'ai pas de données, mais oui, certainement, puisque le Covid a arrêté pas mal de choses. Oui. Je peux demander l'avis de. Ah, on peut demander, oui, l'avis au professeur. Alors, pendant la première vague Covid, de mars à juin 2020, la greffe rénale a été arrêtée et donc il n'y a pas eu de greffe rénale réalisée pendant cette période. La greffe hépatique a continué parce qu'on ça a été considéré comme une greffe vitale, mais en effet, l'activité de greffe a beaucoup diminué parce que beaucoup de blocs opératoires étaient pris ou ne pouvaient pas être utilisés à cause du fait que toutes les équipes étaient mobilisées sur le Covid, tant les équipes de greffe que les équipes de prélèvement d'organes. Et donc, en effet, on a vu en 2020 une baisse très importante de la greffe de la greffe en France, due à ces deux raisons, à la fois l'épidémie de Covid qui a bloqué les prélèvements, et deuxièmement aussi certaines équipes qui, au plan logistique, ne pouvaient pas organiser la greffe. Donc cet état de fait s'est partiellement corrigé sur 2021. Je n'ai pas les chiffres de 2021 encore qui ne sont pas encore stabilisés, mais il semble qu'il y a quand même une baisse de l'activité de greffe globalement, même si elle a quand même repris par rapport à l'année 2020. Et le chiffre de 300 personnes qui n'ont pas pu accéder à une greffe du foie, c'est un chiffre qu'on entend et que tu te le fais tiens, c'est quelque chose qu'on peut garder, nous, en disant le Covid, c'était 300 personnes qui n'ont pas pu être greffées du foie. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'on doit être dans cette zone-là de baisse de la greffe du foie, puisqu'on est en greffe du foie, on est à peu près sur 1100 à 1200 greffes par an, normalement. Et je pense qu'on était en effet 200 à 300 en dessous de ce qui se faisait d'habitude pour l'année 2020. Pour l'année 2021, je pense que ce sera mieux, mais les chiffres ne sont pas consolidés encore. Mais je pense qu'on ne sera pas encore au niveau de 2019. Bon, pour répondre à la question de la salle, c'est quelque chose qui est européen. Ce n'est pas du tout une problématique franco-française. On a les mêmes résultats sur tous les pays européens. Oui. C'est un phénomène qui est au niveau européen. Ce qui a été dévastateur, c'est la première vague Covid, qui a été parce que celle-là, comme vous le savez, en tout cas en France, ça a entraîné une mobilisation majeure et les réanimations, par exemple, ma réanimation à moi, j'ai une réanimation hépato, il y a 15 lits, j'ai dû la transformer en réa Covid. J'ai même mis 20 patients en doublant les chambres avec que des patients Covid, et les patients greffés, puisqu'on a continué notre activité de greffe,
on est arrivé à mettre les patients greffés, mais un peu au ralenti, au bloc opératoire. On avait construit une salle de réveil au bloc opératoire, une salle de réa au bloc opératoire pour pouvoir continuer l'activité de greffe, mais on n'était pas dans les conditions optimales. Merci beaucoup. Question dans la salle. Oui, Didier, j'ai deux petites questions. Chez les patients transplantés virus B, quand il y a une perte de l'antigène HBS, est-ce que tu as tendance à arrêter un médicament, deux médicaments ou pas du tout? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, nous, en Guadeloupe, on a très peu de transplantation NASH, encore beaucoup moins, je pense, qu'en métropole, mais il y a un effet génétique chez les populations d'origine africaine. Par contre, ligue active auto-immune, enfin, je veux dire, quand je suis arrivé en Guadeloupe, il n'y en avait quasiment pas. Et là, on est une explosion. Est-ce que c'est une tendance aussi actuelle en métropole? Alors, sur l'antigène HBS, si l'antigène HBS il est perdu après la greffe sous la double conjonction des immunoglobulines anti-hépatite B et des antiviraux, moi, ma politique, c'est de continuer toute la vie des faibles doses d'immunoglobulines, et je donne maintenant des immunoglobulines en sous-cutané. Je fais une dose par mois en sous-cutané de 500 unités, donc c'est beaucoup moins cher et beaucoup mieux, beaucoup plus facile à faire. Ça s'est fait à domicile, et je maintiens un antiviral. Maintenant, il y a des équipes qui arrêtent les immunoglobulines et qui ne gardent que l'antiviral. Ça entraîne un taux de réapparition de l'antigène dans 10% des cas. Mais comme l'antiviral est là, il ne se passe pas grand-chose sur le greffon. Donc, c'est une question un peu de stratégie. Donc, voilà. Concernant la NASH, donc la NASH, en France, on n'a pas encore l'épidémie de NASH qu'il y a aux États-Unis, où c'est devenu la deuxième indication de transplantation. Ceci dit, on voit quand même monter la NASH en France, et des cirrhoses NASH, on commence à décompenser, on commence à en voir et on en transplante un certain nombre. Par contre, concernant ta remarque sur l'hépatite auto-immune, je crois que c'est pas encore chiffré, mais c'est un phénomène global. Et nous aussi, on a remarqué qu'on a beaucoup plus d'hépatite auto-immune actuellement chez nous, et qu'on suit et qu'on prend en charge, soit sous des formes sévères, sous des formes plus classiques, ou sur des formes même fulminantes dans certains cas. Mais notre impression est qu'il y a une augmentation significative du nombre d'hépatites auto-immunes sévères. Question dans la salle, Tariq. Ouais. Oui, une question. Didier, tu as dit qu'il y avait à peu près 300 personnes de moins de transplantées pendant les vagues Covid. Mais est-ce qu'en termes aussi de patients qui ont été transplantés, il y a eu des suivis plus difficiles, avec plus de mortalité, de morbidité, de Covid long, en termes des patients qui ont finalement été transplantés pendant cette période? Oui, la réduction de l'activité Covid, elle était due de l'activité de transplantation, elle était due à plusieurs phénomènes, tu as raison. L'accessibilité des blocs opératoires, tant côté logistique des équipes de greffe, côté logistique des équipes de prélèvement. Donc ça a joué. Le fait aussi qu'il y a un switch de l'activité pendant la période Covid première vague notamment. Et puis, en effet, aussi la crainte que des greffés attrapent le Covid. Alors, en greffe de foie, les chiffres sont pas tout à fait, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais il semble quand même qu'attraper le Covid dans la phase périopératoire d'une greffe de foie, c'est pas très bon, et donc on était très vigilant là-dessus. Et en effet, il y avait un risque très important au plan respiratoire que ça se passe pas bien. D'autre part, il y a eu un impact aussi du Covid sur les patients en liste d'attente de greffe. Alors, la mortalité des patients atteints par le Covid en liste d'attente de greffe hépatique, elle n'a pas été trop forte, mais elle n'a pas été nulle. Par contre, ça a été dévastateur chez les patients en attente de greffe rénale. Et on a vu une mortalité très lourde liée au Covid, chez les hémodialysés en attente de greffe rénale, et chez des greffés rénaux aussi. Donc, tu as raison aussi, il y a eu un impact de la crise Covid, du Covid lui-même, sur le risque pré- et post-transplantation.
Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la vaccination Covid et transplantés? Alors, je sais qu'il faut 3 doses pour les transplantés, mais qui sont depuis longtemps. Mais chez les transplantés récents, est-ce que Alors, bon, d'abord, on recommande la vaccination chez les patients en attente de greffe et chez les transplantés. Chez les transplantés, en général, on attend 3 mois après la greffe pour les vacciner. Et alors, en effet, la recommandation, c'est 3 doses de vaccin. Alors, on a regardé quand même, chez les greffés du foie, on a regardé quand même les sérologies, nous, des patients qu'on a après 2 injections. Et on avait quand même plus de la moitié des patients qui avaient des taux d'anticorps très significatifs, mais on avait quand même un certain nombre de patients qui avaient des taux d'anticorps nuls ou faibles et pour lesquels on a fait une 3e dose. Et finalement, on est arrivé à la 3e dose pour tout le monde. D'ailleurs, ça va être le cas pour, je dirais, pour tout le monde et pas seulement pour les greffés. La question maintenant difficile, c'est quand on a un greffé, donc là, beaucoup ont 3 doses, et quand on a un greffé qui n'a pas d'anticorps après 3 doses. Donc là, il y en a. Donc là, il y a, la solution, c'est certains disent on fait quand même une 4e dose, mais on n'a pas prouvé l'efficacité. Il y a la solution, donc certains par contre prônent la perfusion d'anticorps monoclonaux type Renaprev, soit en préventif tous les mois, soit en curatif s'ils attrapent le Covid, mais les gens sont un peu plus en faveur du préventif. Mais on n'a pas encore beaucoup de data là-dessus, mais on commence à avoir, nous, des patients qui reçoivent donc un anticorps monoclonal en préventif s'ils n'ont pas d'anticorps. Alors, l'autre question aussi, c'est les patients qui ont eu 3 doses et qui arrivent à 6 mois de leur 3e dose. Est-ce qu'il faut leur faire une 4e dose? Il n'y a pas vraiment de guidelines, mais on est en train de regarder s'ils ont des anticorps. Ceux qui ont des anticorps à un titre très élevé, j'ai envie de leur dire attendez un peu pour pas qu'on multiplie les doses de vaccins. Et ceux qui ont des anticorps à un taux faible, on va leur faire une 4e dose. Donc, on est confronté aussi au fait que le vaccin, il a une efficacité, mais on voit bien que cette efficacité, malheureusement, elle s'éteint, et ce n'est pas seulement pour les transplantés, mais elle s'éteint au bout de 5-6 mois. Question à distance. Patrick, la parole est à toi. Merci. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que j'ai été transplanté en 2009, donc ça fait maintenant 12 ans, et j'étais avec une infirmière en soins intensifs dont la famille, en fait, s'était portée volontaire pour le don d'organes de son frère qui a eu un accident de moto. Et elle a regretté toujours que jamais, en fait, il n'avait eu de feedback sur finalement ce don d'organes. Ils auraient aimé avoir au moins une information sur le fait que ça avait marché, etc. Le deuxième point que moi je voulais aborder, notamment sur les usagers de drogue, c'est que bien souvent, lorsque les usagers de drogue arrêtent en fait les drogues comme la coke, l'héroïne, ils passent à l'alcool dans le cadre d'une socialisation où ils ont l'impression de faire comme tout le monde. Et ça a été mon cas. Je pense que pour le foie, ça n'a pas été génial. Et je crois qu'il y a une prévention à faire qui peut être importante. Alors, le troisième point, c'est une question directe à Didier Samuel. Donc, ça fait 12 ans que je suis suivi, non, ça fait plus, 15 ou 18 ans que je suis suivi à Paul Brousse. Je fais partie des gens qui ont été vaccinés, qui ont eu 3 doses, sans anticorps pour autant. J'ai eu une discussion sur les anti-monoclonaux et faute de données, pour l'instant, je reste dans l'expectative. Est-ce qu'il va y avoir une avancée là-dessus ou pas? Non, je pense que il y a 3 choses. Pour la première question, qui est l'absence d'informations données à la famille du donneur, alors les équipes de greffe ne peuvent pas communiquer pour des raisons d'anonymat avec la famille du donneur. Mais par contre, l'agence de la biomédecine, je crois, doit donner, si la famille le souhaite, des informations. Les organes ont été donnés à
pour une greffe rénale, pour une greffe du foie, etc. Et dire ça s'est bien passé, voilà, ils doivent donner ces infos. Mais en effet, il y a une question de préservation de l'anonymat entre le donneur et le receveur en France qui, je dis, empêche, je dirais, d'avoir toutes les informations que les donneurs souhaiteraient. La deuxième question, c'était l'alcool. C'était l'alcool et virus d'hépatite C. Ah oui, ça c'est un cocktail explosif qu'on connaît bien. Vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'hépatite C, notamment via la toxicomanie, qui sont sorties de la toxicomanie en passant souvent à l'alcool. Et ça a été, je dirais, un booster, hein, si je peux m'exprimer ainsi, pour progresser vers la cirrhose. Et ça a été bien montré, C plus alcool, c'est vraiment explosif. Et ça va entraîner des cirrhoses en des temps, je dirais, raccourcis. Donc, la réponse est oui. Dernier point. Donc là, on est sur le fait que 3 doses, pas de réponse. Donc là, en effet, nous, on doit se voir entre nous pour qu'on définisse une stratégie parce qu'on manquait d'infos. Il y a quand même une tendance actuellement chez les greffés, je dirais, à rentrer dans un cycle de perfusion d'anticorps monoclonaux en préventif. Alors, il y a plusieurs anticorps qui sont en train d'apparaître. Il y en a que c'est des perfusions tous les mois, d'autres ça pourrait être plus longtemps. Donc, on essaye de compiler ça et de revenir vers nos greffés pour avoir une attitude cohérente. Mais je reconnais qu'on manque un peu de data pour répondre à la question et à la sollicitation des transplantés ou des patients qui sont non répondeurs après 3 injections. Je ne sais pas quelle est l'opinion il y a des médecins dans la salle qui connaissent. Je ne sais pas quelle est l'opinion d'autres là-dessus parce que c'est vraiment un sujet. Une question à tous les deux pour finir peut-être, pour Gilles et pour Didier Samuel. On a parlé tout à l'heure de la greffe à partir de donneurs vivants. Moi, j'essaie toujours d'écouter ce qui se dit au forum en imaginant comment ça peut être mis en musique après pour les gens des SOS hépatiques. Est-ce que vous pensez qu'on doit être proactif ou militant pour la greffe de donneurs vivants? Je sais qu'en France, ce n'est pas la première intention. On se garde ça comme un plan B en cas de secours quand on n'arrive plus à attendre et que vous préférez les greffes directes. Pour autant, voilà, clairement, pour être concerné à un moment, est-ce qu'il faut en parler quand on est sérotique? Est-ce qu'on doit en parler dans sa famille? Si un jour j'ai besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui serait partant? Est-ce que ça doit se dire avant? Est-ce que ça doit se parler? Est-ce que ça doit se causer? Donc, quelle est ta position, Gilles, toi, en tant que greffé? Et puis après, la réponse de Didier Samuel. Bon, c'est vrai que c'est une question importante et très délicate en plus en famille, puisque ça peut amener des divergences entre les personnes. Je pense que tant que ça passe entre enfants-parents, c'est encore, je dirais, tolérable. Après, dans le sens parents-enfants, et même enfants-parents aussi, ça peut arriver aussi. Hein. Après, entre enfants eux-mêmes, là, c'est très délicat parce que ça dépend après du vécu, ça dépend de la famille, ça dépend de plein de choses. C'est une vraie question. En plus, il n'y a que 2 organes qui se transmettent vivants. Hein. Ce sont les reins, puisqu'on en a 2, il n'y a pas trop de problème. Et le foie, par contre, le foie, quand on enlève un demi-foie d'une personne, les 2 personnes, je dirais, ont des chances de survie qui sont tous les 2, je dirais, en même temps. Quoi. Et là, il y a une chance de survie de l'un par rapport à l'autre. Merci. Alors, Didier, ton avis? Nous, on est alors toutes les équipes ne font pas de la greffe don familiale ou donneur vivant pour le foie et on fait partie des équipes qui continuons à le faire. Nous, on est plutôt, je dirais, pour. Hein, on a d'abord développé des stratégies chirurgicales chez le donneur de prélèvement du foie par célioscopie pour éviter les grosses cicatrices chez le donneur. Et deuxièmement, d'autre part, avec des résultats qui sont globalement bons. On prélève
Alors, c'est essentiellement le foie droit, souvent, du donneur qui est prélevé. Donc, il faut être très prudent sur le fait que, comme on enlève la plus grosse partie du foie du donneur, il faut être très prudent sur la partie du foie qui reste. Ça nécessite donc une évaluation technique du donneur et du receveur de façon experte, je dirais. Ça peut être fait que par des experts. Mais c'est une technique sur laquelle, et c'est une possibilité sur laquelle il faut être, je pense qu'il faut qu'on continue et qu'on le développe en France. Vous savez que c'est une technique qui se fait à presque 100% au Japon, qui se fait dans beaucoup de pays comme la Turquie, l'Inde, avec des très bons résultats. Et puis d'autre part, les techniques de prélèvement par célioscopie chez le donneur sont beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins lourdes que la chirurgie avec une grosse sous-costale. Ça pose en effet des questions qui sont les rapports entre le donneur et le receveur. Mais d'abord, c'est assez fréquent lorsque le receveur est un enfant. Et d'autre part, chez les adultes, on le voit, hein, on en a nous régulièrement, mais c'est vrai qu'on reste, nous, par exemple, entre 5 à 10 greffes donneurs vivants par an. Mais on continue à en faire et on en a régulièrement qui arrivent. Et c'est souvent, en effet, disons, un rapport au premier degré entre le donneur et le receveur, c'est-à-dire enfant ou parent. Et donc voilà, donc ça, pour moi, ça ne me choque pas du tout qu'on le propose et qu'on en parle parce que ça fait partie je dirais, de nos possibilités, mais on est très franc, on peut dire aussi, voilà, vos délais d'attente pour la greffe don cadavérique ou la greffe don familiale, exactement poser le pour et le contre. Et donc voilà, donc c'est une offre en plus que l'on peut donner. En sachant que, par exemple, pour les CHC, il faut savoir que maintenant, les CHC, ils attendent souvent un an et demi. Et donc, ça compte un an et demi quand on a un cancer. Et donc, parfois, le don familial, ça permet d'éviter la progression du cancer. Donc, ça reste quand même une arme thérapeutique qu'il faut avoir dans les mains. Ok, merci beaucoup Didier. Merci à tous les deux, à ce vidéo qui nous donne plein de pistes sur la greffe. Et je pense effectivement que SOS sera au rendez-vous pour militer et reprendre la question du don intrafamilial.